Bon, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être avec nous en direct pour ce webinaire En finir avec la vision économique de l'eau. Donc, on va pas tarder à démarrer. Je vous invite à vérifier que tout fonctionne bien pour vous toutes et tous. S'il y a un problème, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Et puis, vous rappeler qu'il est possible tout au long de ce webinaire de nous poser des questions. Et donc, il est possible de poser des questions tout au long du webinaire. Donc, en bas de votre écran, vous avez un espace qui s'appelle Q et R. Et vous pouvez cliquer et poser vos questions. À la fin du webinaire, on aura un temps dédié justement aux questions et à vous donner des éléments de réponse. Alors, peut-être juste rapidement pour me présenter avant qu'on démarre vraiment officiellement. Donc, moi, je suis Marion Weber, je suis responsable des programmes de la Fondation Daniel Mitterrand. Et donc, je vais animer ce webinaire qu'on organise avec la coordination Eau Île-de-France. Et donc, on est ravis de pouvoir tenir ce webinaire aujourd'hui et de pouvoir vous raconter un petit peu notre combat qu'on a mené contre les coupures d'eau et de voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans la lutte pour le droit à l'eau en France et quels nouveaux combats s'ouvrent et se poursuivent. Alors, peut-être pour en fait introduire, expliquer pourquoi on a fait ce webinaire et pourquoi aujourd'hui aussi. En fait, demain 29 mai, sort notre livre qui s'appelle Coupure d'eau, victoire des citoyens face aux multinationales, que je vous invite à vous procurer en librairie donc dès demain ou à commander sur le site de la Fondation Daniel Mitterrand ou le site de la coordination Eau Île-de-France. Et donc, en fait, ce livre qui est donc édité aux éditions 2031, il revient sur ce combat contre les coupures d'eau, qui a été une très longue bataille, qui a duré plusieurs années et qui finalement était un peu un combat de David contre Goliath, où voilà, des citoyens et nos deux structures, on s'est finalement opposés à des géants de l'eau, à des multinationales, aussi à des régies, qui coupaient l'eau à des usagers, et ce, en toute illégalité, puisque je le rappelle et on le redit, on le réaffirme, encore trop peu de gens le savent, mais couper l'eau, même en cas d'impayé, est illégal en France. Et donc, justement, nos intervenants de ce soir expliqueront pourquoi c'est illégal et comment on a réussi à le faire réaffirmer maintes et maintes fois devant les tribunaux, et ce jusqu'au Conseil constitutionnel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on tient ce webinaire aujourd'hui et qu'on sort notre livre demain. C'est parce que le 29 mai, c'est une date symbolique dans l'histoire de ce combat contre les coupures d'eau, puisque le 29 mai 2015, donc ça date un peu maintenant, mais le 29 mai 2015, le Conseil constitutionnel, suite à une question prioritaire de constitutionnalité déposée par la SOR, donc une géante de l'eau, a réaffirmé que oui, la loi Brottes, la loi qui explique que couper l'eau est illégal, est bien constitutionnelle, et donc il faut désormais que tout le monde l'applique. Et donc c'est vraiment une victoire, une date symbolique, une victoire vraiment forte, historique pour nous, parce que ça a vraiment fait faire un bond quand même dans la question du droit à l'eau en France. Donc, peut-être tout simplement maintenant vous rappeler rapidement le déroulé pour vous dire donc en gros il y a deux parties ce soir. Une première partie où donc nos intervenants vont réexpliquer ce combat, comment ça s'est passé, comment voilà les différentes étapes petit à petit pour ensemble défendre ces victimes de coupures d'eau et faire avancer le droit à l'eau en France. Et donc ce sera ceux qui étaient au plus près dans cette lutte quotidienne, qui nous raconteront tout ça. Et puis dans une deuxième partie, on tenait vraiment aussi à ouvrir en fait sur et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur cette lutte pour le droit à l'eau et voir en fait les nouveaux combats qui s'ouvrent à nous et comment on se mobilise dessus. Et on est ravis puisque dans cette partie, Pedro Aroro, qui est donc le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits à l'eau et l'assainissement, qui vient de nous rejoindre, pourra intervenir. Bonjour à vous, Pedro. Pourra intervenir et aussi donner son regard. J'ai pris un retard, excusez-moi. Pas de problème. À tout à l'heure pour la seconde partie, mais on est ravis de vous avoir avec nous. Alors, je laisse tout de suite la parole du coup
à Jean-Claude. Jean-Claude, peut-être, est-ce que tu peux revenir sur comment on en est arrivé à mener ce combat contre les coupures d'eau, comment ça a démarré et comment on s'est mobilisé en fin de compte? Absolument, merci Marion. Bonjour à toutes et à tous. En fait, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Nous, que ce soit la coordination Île-de-France ou la Fondation France Liberté, ça faisait plusieurs années qu'on était très attentifs et qu'on avait un grand intérêt pour cette question du droit à l'eau. Voilà. Au fond, au début des années 2000, pendant toute la décennie 2000-2010, le droit à l'eau, c'était un peu le porte-drapeau face à la marchandisation de l'eau. Voilà, quand on voulait refuser la marchandisation de l'eau, on mettait en avant le droit à l'eau. C'était l'alternative. Et bien entendu, en France, on cherchait à faire reconnaître ce droit humain à l'eau qui a été reconnu par l'Organisation des Nations Unies en 2010. Et d'ailleurs, il y a eu différentes initiatives parlementaires auxquelles a participé notamment Jean Glavany, qui a rédigé une des préfaces de notre livre, donc voilà, qui était aussi un des acteurs de ce combat. Et donc, c'est comme ça que notre intérêt, notre vigilance a tout de suite notre attention a tout de suite été attirée par le fait de la loi Brottes, qui a été votée le 16 avril 2013, donc qui fait que les coupures d'eau pour impayés deviennent illégales dans les résidences principales tout au long de l'année. Bon, et là encore, on nous dit, mais patientez un peu, c'est pas vraiment sûr, vous allez voir, il va y avoir les décrets d'application qui vont faire que finalement les coupures d'eau vont pouvoir continuer. Et donc, on attend effectivement, et donc il y a un décret qui définit les modalités d'application le 27 février 2014, et là, c'est extrêmement clair, la loi exclut toutes les coupures d'eau sans exception, et même les réductions de débit sont interdites, puisqu'il y avait déjà une loi précédente qui les interdisait en 2008. Et donc, à partir de là, nous avons partagé cette information. Il y a eu un article qui a été écrit par Henri Smet, qui est président d'une association pour le droit à l'eau et pour le droit de l'environnement, et donc qui expliquait tout ça, qui définissait bien la loi, pourquoi les coupures d'eau et comment les coupures d'eau étaient devenues illégales. Et donc, on a publié cet article sur le site web de la coordination Eau Île-de-France, et immédiatement, dans les jours qui ont suivi, on a eu de nombreux témoignages. Beaucoup de gens ont cherché à nous contacter par mail, par téléphone. Tous ces gens avaient l'eau coupée, en fait. Et c'est qu'après, quand on est vraiment rentré dans cette bataille, qu'on a pris nous-mêmes conscience de l'ampleur. Voilà, après, on a parlé de 100 000 coupures d'eau par an en France. Voilà, c'est absolument énorme. Mais en tout cas, là, dans un premier temps, on a été face à cet afflux de personnes. Effectivement, cela nous a mené tout de suite à mettre en place un outil avec un questionnaire en ligne pour les aider, pour savoir précisément quelle était leur situation, est-ce qu'on leur avait coupé l'eau, depuis quand, certains c'était depuis longtemps, est-ce qu'ils avaient des impayés, quel montant, où est-ce qu'ils habitaient, quel était le distributeur d'eau dont ils dépendaient. Donc, pour recueillir le maximum d'informations pour les aider. Et aussi, on a publié un mode d'emploi détaillé avec les références de la loi, avec des lettres types envoyées au distributeur pour faire établir l'eau, etc. Et aussi, dans ce premier temps, on a contacté, bien entendu, la Fondation Daniel Mitterrand France Liberté, qu'on connaissait bien déjà, bien entendu, pour les associer à cette action. Et je crois que ça a été une première démarche très importante parce que c'est aussi de faire les choses ensemble, c'est ce qui nous a permis d'être plus forts dès le départ. Et donc, on a partagé avec eux le questionnaire et le mode d'emploi qu'ils ont mis également sur leur site web. Et au fond, je crois que la clé de cette victoire qui est intervenue quand même plusieurs années après, ça a été de mettre en place justement ce dispositif. Voilà, parce que ce dispositif qu'on a inventé en marchant, c'est vraiment, voilà, je crois que c'était une action qui n'était pas voulue de notre part. Ce n'était pas une action préméditée, ce n'était pas une campagne. C'est quelque chose qui nous est venu, qu'on a construit comme ça de briques et de brocs. Mais ça nous a permis de toucher des gens qui n'étaient pas proches de nous,
Ce n'étaient pas les membres de nos associations, ce n'étaient pas des sympathisants, ce n'étaient pas des gens avec lesquels on était en proximité idéologique. C'était des gens qui avaient un vrai problème avec l'eau, qui avaient un vrai problème auquel on avait coupé l'eau. Et voilà, et donc pour tous ces gens-là, le constat il est de base était celui-là, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une loi qui est favorable, il ne suffit pas d'avoir un droit, il faut réussir à le faire valoir, il faut réussir à faire appliquer la loi. Et donc voilà, c'est ça qui a été, ça c'est le point de départ, et après tout ça, ça a été le début d'un long chemin. Euh, et là encore, voilà, au départ, hein, on a rencontré, y compris les distributeurs d'eau, hein. Avec Emmanuel, on a rencontré la FP2E, la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Et encore, là, il nous disait, non, ben, la loi n'est pas si claire, on peut continuer à couper, vous allez voir, etc. Et donc, dans un premier temps, on a essayé d'aider les usagers au cas par cas. Alors là, il y a un petit morceau d'anthologie que vous allez voir. C'est avec Stéphania, qui était une salariée de notre association à l'époque, qui téléphone à un distributeur d'eau. Je vous laisse regarder la vidéo. Ça va arriver. Oui, la vidéo va être passée. Ça fait monter le suspense de cette séquence qui, effectivement, vous allez voir, est assez révélatrice de la façon dont pensaient les distributeurs à l'époque. On relance dans quelques secondes, décidément. On fait monter le suspense. Non, il y avait un tout petit problème de son, mais donc on va la repasser un petit instant. Mais c'est vrai, peut-être, Jean-Claude, en attendant, tu peux réexpliquer que ça, c'était un travail quasi quotidien, en fait, d'appeler des distributeurs à chaque fois qu'il y avait une coupure d'eau qui était mise dans ce formulaire. En fait, c'était une des premières actions que vous mettiez en place. Absolument. Donc, on essayait d'aider les gens au cas par cas, personne par personne. Voilà. Donc, dès qu'on avait quelqu'un, effectivement, on l'aidait, on essayait de bien comprendre sa situation. Et puis, on appelait le distributeur pour lui demander de bien vouloir rétablir l'eau parce que la loi était de notre côté. Et vous allez voir, c'était pas facile. Et puis, c'était un travail, voilà, un travail de fourmi. On n'a pas voilà, on n'est pas une grande association de consommateurs, on n'a pas des dizaines de personnes qui peuvent faire ce travail, quoi. Donc, du coup, ça a pris énormément dans notre travail, dans le travail quotidien de notre association. Euh, et après, ça nous a amené à faire d'autres choses. Mais je vous laisse d'abord regarder la vidéo avant de vous dire la suite. Alors peut-être un élément chiffré, hein. Ah, ça arrive? Oui. Nous informe qu'il y a eu une coupure d'eau chez elle, à son domicile, pour impayé. D'accord. C'est tout. Molinari, coordination Eau de France et Fondation France Liberté. Vous la confirmez, madame? Je vais faire un client, s'il vous plaît. En fait, il y a eu une coupure d'eau chez eux aujourd'hui. Oui, je vois bien, oui. Ah, donc vous voyez qu'il y a eu une coupure d'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Ok, donc je vous appelle tout d'abord pour vous informer que les coupures d'eau sont interdites en France. Donc ce que vous avez fait est illégal. D'accord. Donc je peux vous citer la loi, c'est la loi Brotte de 2013. Avant d'entamer une procédure juridique, j'ai souhaité essayer de régler à l'amiable. Je vois qu'on a proposé
à cette dame de payer un tiers de ce qu'elle nous devait pour réouvrir le branchement. Toute coupure d'eau pour un pays est interdite en France. Donc, vous allez, comme vous voulez, trouver un moyen pour qu'elle puisse régler sa facture, bien sûr, mais entre-temps, vous ne pouvez pas lui couper l'eau. D'accord, mais ça a été fait, madame. Hein. Si on l'a fait, c'est qu'on en a le droit. Hein. Non, vous n'avez pas le droit. Donc, je vous appelle d'abord pour vous informer que vous n'avez pas le droit. En milieu d'après-midi, je vais appeler un huissier pour qu'il aille constater la coupure d'eau. Et ensuite, je vais appeler la presse. D'accord, très bien. D'accord, donc qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je note sur votre dossier que vous avez appelé, donc nous informant que vous allez faire intervenir un huissier pour constater la coupure. Et ensuite, je note que je vous ai précisé qu'en réglant un tiers de la dette, madame, on pourrait réouvrir le branchement. Monsieur, ce n'est pas négociable. Ce que vous faites, vous êtes en train... Ce n'est pas négociable. Vous êtes hors la loi. Vous ne pouvez pas couper l'eau. Donc, comment ça, d'accord? Vous voulez rester hors la loi. Donc, la Lyonnaise des eaux ne respecte pas la loi. C'est ce que vous voulez que... Mais ça ne suffit pas, je suppose, pour établir l'eau de noter sur les dossiers. Oui, il faudra payer un tiers de la facture, madame. Là, c'est un gros scandale. C'est la Lyonnaise qui ne respecte pas la loi, je vous assure, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour faire parler la presse de ce problème, justement. Donc, comment on fait, messieurs? Allô? Oui, je vous entends. Ok, donc comment on fait? Je vais transmettre le dossier à un responsable, comme je vous dis, et s'il estime utile de vous recontacter pour vous apporter de plus amples informations, il le fera. D'accord. Donc, je vous donne 1 heure. Vous me donnez 1 heure, d'accord, très bien. Voilà. Merci à vous. Vous avez d'autres questions? Non. Parfait, il me reste plus qu'à vous remercier de votre appel. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous et bonne journée de même. Au revoir, madame. Au revoir. Ok, donc on leur donne 1 heure. Vous me rappelez. Voilà, c'est quand même assez extraordinaire et puis c'est assez jubilatoire de revoir ça maintenant. Et donc voilà, on le voit, hein, donc nous on a eu des centaines, des milliers même, hein, on a eu près de 2000 personnes qui se sont inscrites sur notre plateforme des victimes de coupures d'eau. Et là, on le voit avec la petite vidéo là, de Stéphania, c'est-à-dire là on arrive un peu au bout de ce qu'on peut faire, je dirais, à l'amiable. Donc, dans un certain nombre de cas, ça se résolvait comme ça, mais massivement, les coupures d'eau continuaient. Et donc, il a fallu franchir un nouveau pas. Et le nouveau pas, effectivement, ça a été d'aller pour de bon au tribunal. Et puis, ça a été la médiatisation derrière. Et donc, maintenant, c'est Emmanuel et Alexandre qui vont vous dire un peu plus que toute cette période de tribunal, comment ça s'est passé, comment ces affaires ont été traitées par les tribunaux. Merci Jean-Claude. Je ne sais pas si on me voit bien. C'est bon, ça marche. Super. Merci Jean-Claude. C'est vrai que c'est super de revoir ces images et que c'était une période quand même qui était assez invraisemblable. Et au-delà des échanges que tu as évoqués, c'est vrai qu'on a aussi contacté le ministère de l'Environnement. On a eu des réunions dans tous les sens avec l'espoir que simplement on puisse être entendu et que comme nul n'est censé ignorer la loi, qu'on puisse imaginer que tout le monde comprenne et que les choses changent. Et c'est pour des associations, pour une fondation comme la nôtre, l'idée de se pourvoir en justice, c'est pas quelque chose de naturel. C'est peut-être plus naturel aujourd'hui, mais quand on a commencé à faire ça en 2012, c'est quelque chose qui se faisait très très peu. Et donc, il y avait une forme de pari de se dire, mais est-ce qu'on va pas droit dans le mur? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va pas réussir? Et c'est vrai, je me rappellerai toujours de la première fois où avec Stéphania, on est allé voir donc cette première femme avec ses enfants du côté de Soissons, qui nous semblait être un cas emblématique qu'on a souhaité mettre au tribunal et qui nous avait dit, comme je le rappelle dans la vidéo que j'ai enregistrée, qu'elle pouvait nous donner tous les papiers qu'on souhaitait, mais qu'elle savait qu'on pouvait rien pour elle. Et c'est vrai que c'était ce climat un petit peu d'abandon et de cette idée que les acteurs de l'eau étaient plus forts que les usagers de l'eau et que donc
voilà, qu'on pouvait aller en justice si on voulait, mais on n'y pourrait rien. Et ce travail en justice, qui a duré quand même près de 5 ans, nous a amené à remporter des victoires les unes après les autres. Donc une première contre Suez, une seconde contre Veolia, une troisième contre Veolia, une quatrième contre Noréade. Et on a cru, peut-être naïvement, qu'au gré de ces victoires, les choses allaient changer et que les acteurs de l'eau allaient comprendre et allaient modifier leurs pratiques. Et là, on a été confronté à des modes de fonctionnement très différents d'un opérateur à l'autre. On a eu Suez, qui a été condamné en premier et qui a réagi immédiatement, qui a reformé ses équipes, qui a regardé un petit peu les choses sous un autre angle pour trouver des solutions et sortir de cette impasse-là. Et puis ensuite, on a eu Veolia et l'Assor, qui eux se sont accrochés et qui voulaient rien savoir, qui payaient à chaque condamnation, mais qui continuaient leur pratique. Et puis on a eu les régies publiques de l'eau, qui, de façon un petit peu surprenante pour nous, n'acceptaient pas cette idée de devoir arrêter les coupures d'eau et qui, en revanche, dès la première condamnation, ont changé leur fusil d'épaule. Mais c'était intéressant de voir que la première condamnation de la régie Noréade, c'est le visage du président qui était en une des journaux dans le nord de la France. Il était cité et évidemment, pour un politique, se retrouver en une des journaux pour une condamnation pour coupure d'eau illégale, ça ne marche pas, quoi. Et donc, immédiatement, il y a eu toute une organisation au sein des régies qui ont fait que les régies publiques ont mis en place beaucoup plus rapidement que les entreprises la fin des coupures d'eau illégales. Et puis, au gré de ces procès, on a eu ce procès emblématique avec Arnaud du côté de Beauvais, qui était coupé depuis plusieurs années. Et on a été confronté à l'Assor qui a choisi un angle d'attaque surprenant pour nous. Moi, j'avoue, je ne connaissais pas du tout cette problématique au moment où on a reçu ça. Alexandre Faro connaissait et je vais lui passer la parole tout à l'heure pour qu'il nous explique un petit peu aussi son ressenti sur cette aventure. Mais on s'est retrouvé engagé dans une question prioritaire de constitutionnalité. Et c'est l'Assor, en fait, qui déposait contre nous devant le Conseil constitutionnel en invoquant la liberté d'entreprendre. Donc ça, pour nous, c'était vraiment emblématique de la complexité de la situation, puisque nous, on essayait d'aider des familles qui n'avaient plus l'eau, qui ne réussissaient pas à retrouver l'eau parce qu'ils n'étaient pas en capacité de payer. Et en face, une entreprise qui dit que la liberté d'entreprendre doit lui permettre de priver l'eau, de priver d'eau quelqu'un qui, selon eux, était de mauvaise foi. Et c'est pas qu'ils ne pouvaient pas payer, c'est qu'ils ne voulaient pas payer. Donc ça a été vraiment le gros combat. Et c'est vrai que aller devant le Conseil constitutionnel, c'est un ensemble d'étapes qui sont complexes et on s'est dit à chaque étape, mais on ne va jamais y arriver. Enfin, pour nous, c'était quelque chose d'ingérable. Et donc, peut-être, Alexandre, peut-être que toi, tu peux nous raconter de ton point de vue d'avocat, comment tu as vécu ce moment-là, comment tu as vécu cette aventure avec Arnaud, puis avec tous les autres, parce que tu as été à nos côtés pendant tous ces procès. Et voilà, comment cette aventure du Conseil constitutionnel a été quand même un moment formidable pour nous. Je te laisse la parole. Il faut que vous ouvriez le micro, Alexandre. C'est fait. Merci, Emmanuel, oui. Écoute, ce que tu as dit est fort juste. Quand je me rappelle quand Jean-Claude et toi étaient venus me voir, on avait lu la loi Brottes, tous les trois, tranquillement, et on s'était dit, bah oui, c'est tout à fait illégal de couper l'eau. Donc, on s'attendait les uns et les autres à ce que l'affaire soit réglée après une première condamnation. Et la première condamnation, vous vous en souvenez, elle avait été d'une certaine manière très emblématique, puisque la coupure n'avait pas dû, je ne me souviens plus du délai, ce n'était pas très long, elle avait duré quelques semaines. Et le juge a d'emblée, combien ? 6 mois quand même, 6 mois. Ah, 6 mois, pardon. Donc, ouais. C'est moi qui fais une erreur. Enfin, quoi qu'il en soit, on avait obtenu des dommages-intérêts relativement élevés pour cette personne. C'est-à-dire qu'elle avait obtenu au titre du préjudice moral 8 000 €, je crois.
Et on s'était dit, bah, ça va suffire, quoi. Ils vont comprendre le message, on ne coupe pas l'eau, c'est prévu, c'est dans la loi. Et on pensait que ça allait se terminer là. En réalité, ça ne s'est pas terminé là. C'est-à-dire qu'il a fallu y aller plusieurs fois. Et ils ont redoublé de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils essayaient, avec le soutien du juge, de trouver des brèches dans la loi, des failles d'interprétation et essayer de dire, mais ça, on ne peut pas, ça, on peut. Et la dernière, disons, faille d'interprétation qu'ils ont trouvée, c'est ce que disait Emmanuel à l'instant, c'est de dire, voilà, il y a une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, puisque toutes ces personnes ont signé un contrat avec nous, et en fait, on ne les prend pas par surprise. Dans le contrat qu'ils ont signé avec nous, il est expressément écrit que s'ils ne payent pas, on va leur couper l'eau. Alors ça, c'était le premier argument choc. Et le deuxième, c'était une rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques en disant, mais attendez, vous êtes gentils, France Liberté et Coordination aux Île-de-France, mais ce que vous êtes en train de nous demander, c'est qu'on accorde la gratuité en fait de l'eau. Ça revient à ça, en gros. C'est-à-dire que la QPC, c'était, vous voulez nous faire dire en réalité que, voilà, on doit payer l'eau, mais si on ne la paye pas, on ne la paye pas. Et le Conseil constitutionnel, on peut le dire peut-être, hein, on n'est pas très nombreux, mais on n'était pas complètement rassurés. C'est-à-dire qu'on avait vu la jurisprudence, on savait que, voilà, elle pouvait être bonne, elle pouvait être mauvaise, on n'était pas sûr qu'on allait remporter une victoire devant le Conseil constitutionnel. Bon, heureusement, on l'a remporté et du coup, le coup s'est retourné contre eux. Je pense qu'on peut le dire. Il y a eu d'autres décisions après le Conseil constitutionnel. Non, je crois qu'il y en a eu 2 encore devant des tribunaux. Mais disons que c'est vraiment cette décision qui a marqué le point final. Là, il n'y avait plus rien à dire, quoi. C'est-à-dire que la loi est la loi et en plus, elle est parfaitement constitutionnelle. Il y a un tampon du Conseil constitutionnel qui dit lu et approuvé, donc on ne discute plus. Mais juste pour finir l'histoire, parce que vous avez oublié de le dire tous les deux, les attaques des multinationales, enfin ou certaines d'entre elles, l'une d'entre elles, que l'on ne citera pas, donc Veolia, s'est pas contentée de ça, elle vous a quand même poursuivi tous les deux en diffamation devant le tribunal correctionnel de Paris. Hein. C'est-à-dire que ça c'est... Ils auraient pu être bons joueurs et dire « Ok, on a joué, on a perdu, on en reste là, on se quitte bons amis ». Non, non. Il a fallu quand même qu'ils vous traînent dans la boue et qu'ils aillent devant un tribunal correctionnel pour essayer de vous faire condamner pour diffamation. Donc ça aussi, ils l'ont perdu. Hein, et donc voilà, c'est un combat remporté de bout en bout. Voilà, merci beaucoup. Dans les grandes lignes. Merci beaucoup, Alexandre. Et, du coup, je vais revenir sur un ou deux épisodes. D'abord, peut-être proposer à Diego de passer une petite vidéo parce que Daniel Mitterrand, à l'époque, se bagarrait souvent dans des conférences avec des représentants de multinationales de l'eau. Parce qu'elle disait souvent qu'elle était en faveur du droit à l'eau pour tous et les multinationales lui répondaient « mais nous aussi, on est en faveur du droit à l'eau pour tous ». Et Daniel leur répondait « nous, on est pour le droit à l'eau pour tous et vous êtes pour le droit à l'eau pour tous ceux qui peuvent payer ». Et du coup, c'était une bagarre sémantique infinie. Et pendant que l'avocat de la SOR défendait sa position au Conseil constitutionnel, il a dit ce que vous allez pouvoir regarder maintenant. Diego, c'est parti. Société SOR, qui est partie requérante, le Conseil écoute vos observations. Merci, Monsieur le Président. Des observations brèves qui interviennent principalement en contrepoint préventif des observations à venir de la Fondation France Liberté, qui va vous inciter à reconnaître l'existence d'un droit à l'eau qui n'existe pas. Et deuxièmement, je vous l'ai dit, le sujet qui va vous être soutenu, après moi, c'est vous faire reconnaître qu'il existerait un droit à l'eau. Or, ce droit à l'eau, à notre sens, n'existe pas. Il n'existe pas parce que, si on se fie à la thèse des requérants, on va vous opposer des déclarations émanant d'organismes internationaux divers, rappelant l'importance de l'eau, mais qui n'ont pas d'effet direct dans l'ordre juridique que vous êtes chargé de faire respecter et de contrôler. C'est inopérant. Deuxième, parallèlement, est en discussion aujourd'hui une proposition de loi du 8 avril 2015 qui traite de l'instauration possible d'un droit à l'eau. Ces débats
législatifs en cours témoignent de ce que le droit à l'eau aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que vous statuez, n'existe pas. Voilà, c'était vraiment emblématique. C'est vrai que pour nous, notamment quand le représentant du Premier ministre a pris la parole devant le Conseil constitutionnel et qu'il a porté des arguments qui étaient aussi forts que les nôtres pour défendre cette possibilité pour chacun de vivre dignement chez lui en France, bon, ça a été vraiment un moment incroyable. Et c'est vrai qu'après cette victoire devant le Conseil constitutionnel, les médias qui étaient déjà très intéressés par nos victoires devant les tribunaux, il y a eu un écho de cette décision du Conseil constitutionnel dans l'ensemble des médias qui nous a apporté vraiment c'était une aubaine incroyable pour faire valoir tout ce qu'on défendait depuis très longtemps, que ce soit la coordination ou la fondation sur l'eau bien commun, sur l'idée de faire attention à toutes et à tous. Et donc voilà, ça c'était un truc formidable. Et c'est vrai que derrière cette décision du Conseil constitutionnel, on a eu une bagarre suivante qu'Alexandre, tu as un petit peu oublié, c'est la bagarre contre les réductions de débit d'eau, puisque les opérateurs se sont dit, bon, comme on ne peut plus couper l'eau, on va leur laisser un fil d'eau. Et puis avec ça, ils pourront rien faire et du coup, on pourra les sanctionner. Donc derrière cette bataille des coupures d'eau, on a dû remener une bataille pendant près de 2 années pour faire entendre que les réductions de débit d'eau, c'était la même chose qu'une coupure d'eau. Et on a gagné de nouveau devant les tribunaux sans cesse. L'intégralité de ces victoires sont au nombre de 25. Et c'est vrai qu'autour de ces 25 décisions de justice, on a pu avoir un écho des médias qui était vraiment très intéressant. Et le fait pour une association, parce que l'idée de cette conférence et de ce livre, c'est de vous raconter cette histoire, mais c'est aussi de vous donner envie pour celles et ceux qui mènent des combats militants, de se dire que parfois c'est possible de renverser la table. Et c'est vrai que l'alliance qu'on a pu trouver entre ces recours juridiques et cet éclairage des médias au fur et à mesure des décisions qu'on obtenait, ça nous a vraiment permis de pousser dans leur retranchement les entreprises de l'eau et de faire en sorte de changer complètement la donne. Et vraiment, je pense que quand on s'est lancé dans ce combat, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, on ne savait pas exactement où est-ce qu'on allait aller. Et je pense que si on nous avait demandé au démarrage, si on nous avait dit au démarrage qu'on allait obtenir ce type de victoire, je pense clairement qu'on ne les aurait pas cru. Et ça rend, je trouve que dans la période dans laquelle on est, où on a un peu l'impression que tout est contre nous, tout est contre les dynamiques associatives qui bossent dans l'intérêt général, où on a des décisions très économiques qui nous emportent continuellement, le fait d'aborder les choses d'un point de vue social et de défendre le droit à la dignité pour toutes et tous et de remporter ces victoires devant les tribunaux et ensuite de pouvoir les faire connaître dans les grands médias, c'était vraiment pour nous quelque chose de formidable. Et avant, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de cette séquence, avant de passer la parole à Jean-Claude pour évoquer justement les poursuites de Bayon dont parlait Alexandre tout à l'heure, je voudrais saluer ici Bernard Drobenko, qui nous a mis en relation en fait avec Alexandre. Bernard, qui est un professeur de droit, qui est un grand expert du droit à l'eau, et avec qui on a énormément travaillé toutes ces années. Il y avait Bernard Drobenko et Henri Smets qui nous aidaient et qui nous faisaient avancer. Et c'est vrai que cette mise en relation de Bernard Drobenko avec Alexandre, ça nous a amené une aventure formidable et on a passé ces presque 5 ans très, très, très régulièrement ensemble. Et au fil de ces victoires, on a construit quelque part la fin de ces 100 000 coupures qui étaient mises en œuvre chaque année en France par les entreprises de l'eau. Il faut rajouter à ces 100 000 coupures celles qui étaient mises en œuvre par les régies publiques. Donc, on a vraiment changé la vie de centaines de milliers de familles et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et si ça peut permettre à des militants, à des associations de se dire on peut faire des choses, on a le droit de faire valoir le droit à la dignité en France, et si cette aventure peut servir à ça, c'est quelque chose qui est formidable. Oui, et je voudrais, avant de revenir sur les plaintes en diffamation contre nous, je voudrais souligner qu'en fait, cette victoire, elle a une grande actualité et elle a un grand écho, y compris actuellement. Hier, il y avait le comité syndical du CEDIF qui se réunissait pour décider son mode de gestion
dans les années à venir, après 2024, à partir de 2024. Et dans ce comité syndical, donc la gestion publique était écartée, était d'emblée écartée. Et dans ce comité syndical, il y a une déléguée représentante d'une ville, de Fontenay-sous-Bois, qui est intervenue pour rappeler le combat contre les coupures d'eau. Voilà. Et pour dire, finalement, dans la motivation actuelle, pour ne pas céder la gestion de l'eau aux multinationales et pour la reprendre en gestion publique, eh ben, il y a ce combat. Ce combat fait partie de notre motivation. Et voilà, ça m'a fait plaisir aussi d'entendre ça, puisque ça relie finalement de deux combats qui sont très importants pour notre association, celui pour la gestion publique et celui pour le droit humain à l'eau. Effectivement, concernant les plaintes en diffamation, voilà, on était dans une situation où la SOR et Veolia s'accrochaient, refusaient, faisaient tout finalement pour ne pas appliquer la loi. Donc, elle faisait traîner, elle perdait procès sur procès, mais malgré tout, elle n'appliquait pas la loi. Et donc, il y avait donc cette situation-là. Et puis, il y a eu un petit élément supplémentaire, c'est qu'on a été saisi par certaines collectivités locales, par un maire en particulier, qui nous a interrogés sur des avenants que voulait lui imposer Veolia, justement. Et donc, dans l'avenant, il y avait à la fois, alors ce n'était pas la première fois hein, qu'on voyait des avenants qui, finalement, donnaient à la collectivité la responsabilité de la coupure d'eau ou de la réduction de débit, alors que c'était illégal et qui dédouanait du coup l'entreprise. Et puis, il y avait un autre aspect, c'est que dans l'avenant, on voulait faire payer à la collectivité un supplément parce que les impayés allaient coûter cher puisqu'on ne pouvait plus couper l'eau. Donc voilà, il y avait tout ça et donc on a été saisi de ça et bien entendu, nous, on a encouragé, on a dénoncé ça et on a encouragé les collectivités à refuser ce genre d'avenant. Et ça, je crois que ça a été pour Veolia, ça a été le coup de trop, quoi. Voilà, là, on était clairement dans leur précaré. Voilà, donc voilà, une association, des citoyens, des organisations qui intervenaient dans le champ, dans ce qu'ils considéraient effectivement leur précaré, le champ économique sacro-saint pour eux. Et je crois que c'est ça qui a vraiment motivé leur plainte en diffamation contre nous. Et en même temps, c'était clairement aussi une attaque pour faire diversion, pour nous faire perdre du temps, pour nous faire perdre de l'argent aussi. Et donc, avec un acharnement important, parce qu'il y a eu 4 plaintes quand même, hein, 3 contre Emmanuel, 1 contre moi. Et au final, voilà, ils les ont pas défendus avec acharnement non plus. C'est-à-dire que souvent, leurs avocats n'étaient pas présents. La plainte me concernant, ils l'ont abandonnée 2 heures avant l'audience. Il y a une des plaintes contre Emmanuel qui a été déclarée nulle. Et au final, sur les 2 autres plaintes, il y a eu une relaxe. Donc, victoire totale de ce point de vue. Mais au-delà de ça, ils nous ont quand même pompé de l'énergie, du temps qui aurait été beaucoup plus utile pour autre chose. Le côté positif de tout ça, outre le fait qu'on a gagné, c'est que ça a finalement encore plus attiré l'attention sur le sujet. Il y a un comité de soutien qui s'est constitué avec des personnalités de tous les horizons. Il y a eu on a lancé une collecte participative. On a réuni 15 000 € justement pour payer tous les frais juridiques liés à ces nouveaux procès. Et donc voilà, ça donnait encore plus finalement plus d'ampleur à notre combat, quoi. C'est un peu le côté positif. Mais en même temps, c'est quand même clairement une pression psychologique importante, à la fois une pression sur les associations et une pression sur des individus. Alors, ça nous a aussi permis de créer avec le comité de soutien un collectif qui s'appelle On ne se taira pas. Et alors, ce collectif, on n'y est plus très actif, mais ce collectif continue et s'occupe toujours aujourd'hui. Donc, c'est un collectif interassociatif et il s'occupe aussi d'autres plaintes bâillons qui touchent d'autres associations ou des journalistes qui dénoncent les agissements des multinationales.
Ouais, ça, c'est un point qui est très important, hein, Jean-Claude, parce que euh, du coup, moi, dans mes responsabilités, je suis aussi président du CRID et c'est le CRID qui porte du coup ce collectif. Et ce qui a été formidable, c'est qu'avant nous, chaque association ou chaque personne qui était victime de plaintes de bâillons devait se défendre seule, devait trouver seule les moyens de se faire aider. Et le choix qu'on a fait, nous, d'appeler au soutien à la fois de personnalités d'autres associations, ça a créé ce collectif et du coup, ça a créé un espace de soutien pour toutes les associations. Et tout le monde s'est dit, mais c'est ce qu'il faut faire, il faut se serrer les coudes, il faut faire les choses ensemble. Et ça a permis un nombre de victoires très importantes devant les tribunaux correctionnels et ça a permis de faire entendre l'utilisation qui est faite par les grosses entreprises qui sont riches et qui ont la capacité d'instrumentaliser la justice française. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça a vraiment mis en lumière le fait que si nous, on défendait l'intérêt général, notamment des plus précaires, eux instrumentalisaient la justice juste pour faire plus d'argent. Et dans la volonté qu'ils ont eue de se servir de ces plaintes bâillons, à la fois pour nous embêter nous, mais aussi pour faire pression sur les grands médias, et notamment RTL, qui était la radio qui était attaquée en diffamation devant les tribunaux, le fait qu'ils attaquent RTL, c'était l'ambition de dire aux médias ne parlez plus de ce sujet-là, autrement vous allez avoir des problèmes. Et le fait que les médias ne soient pas tombés dans le panneau, et notamment que France Info et l'agence France Presse aient continué à nous soutenir très régulièrement à chaque décision qu'on obtenait, ça nous a vraiment encouragés. Après, ce qui est difficile, je trouve, dans la dimension juridique, c'est que le temps du procès n'est pas le temps de l'action. Et donc, on a fini au tribunal correctionnel en 2018, en fin 2018, alors qu'on avait terminé la bataille sur les coupures d'eau. Et c'est vrai que ce temps de la justice, quelque part, ça permet aux entreprises de mettre la pression sur les militants. Donc pendant 3 ans, le temps que la justice fasse son cours, ça nous met en correctionnel, ça nous met dans une situation entre guillemets de délinquant. Et pour le coup, ça fait pression. Donc faut rester bien zen et il faut pas tomber dans le piège. Et on n'est pas tombé dans le piège, d'une part parce qu'on a continué notre action, on a continué à gagner, on a continué à être soutenu, mais on a fait plus que ça parce qu'on a vraiment essayé, au travers de ces presque 2000 personnes, 2000 familles qu'on a aidées, on a essayé de capitaliser toute l'information qu'on avait et on a essayé par cette information d'expliquer aux entreprises multinationales notamment la responsabilité qu'ils avaient dans ce qui se passait sur le territoire français, de la nécessité qu'ils avaient à avoir une meilleure compréhension de ce que vivaient ces familles, notamment précaires, et donc de changer leur mode de fonctionnement en tenant compte du travail qu'on avait mené pendant ces 5 années. Et donc, je crois que je suis à peu près dans le tempo. Je vais passer la parole à Marie Tsanga, à qui on a fait appel. On connaissait Marie déjà depuis un petit moment avec Jean-Claude, on s'était croisés assez régulièrement. Et là, on a confié quelque part à Marie et à un de ses élèves à l'ensemble des bases de données qui étaient les nôtres. Et Marie a fait un travail remarquable pour mettre en lumière tout ce que voulait dire l'information qu'on avait pu compiler autour de ces 5 années. Merci encore Marie pour le travail qu'on a fait ensemble et du coup je te passe la parole. Merci de me passer la parole et merci à vous. Ça a été un vrai travail, on va dire, de recherche engagée. Hein. Il y a eu quelques moments pas simples, mais alors j'ai partagé mon écran et passer. Alors, ce que je vais dire là, c'est déjà présenter les résultats de ce travail qui a été mené. Mais ce que je voudrais aussi, de manière plus générale, aborder, alors j'ai déjà partagé l'écran, trouvé, alors je l'ai mis, mon PowerPoint, il est là. Le temps de le trouver sur mon... Alors, pourquoi est-ce que je ne le trouve pas? Alors, on l'a fait tout à l'heure. Ok.
Bon, il faut que je le trouve, mon PowerPoint. Pourquoi est-ce que... Bon, je ne le trouve pas. Et pourtant, il est ouvert. Donc, il est là. Je me dépêche de le faire. Alors, je ne suis pas là. Comment ça se fait que je ne le trouve pas? Bon, je vais peut-être demander je l'ai passé, on va faire ça comme ça, c'est pas grave. J'ai demandé à Marion ou à Diego de passer. Oui, Et on va voilà. Désolée, il y a un petit souci de mon côté, mais c'est pas grave du tout. pas de problème. Bah, du coup, on va l'enclencher et puis vous nous dites quand on passe les slides. Voilà, c'est ça, on va faire ça comme ça. Voilà, merci. Donc, en fait, je vais peut-être resituer ce travail et dire que on s'est connus aussi parce que à l'INRAE, on travaille sur ces questions d'accès social à l'eau pour les pauvres depuis quelques années. Et donc, la question sociale de l'eau, pour nous, de fait, c'était, voilà, c'est un enjeu. On n'a pas fini de travailler, de la problématiser. Et il s'est trouvé que la plateforme des coupures de la coordination eau Île-de-France et de la Fondation France Liberté était pour nous l'occasion de regarder cette question du côté des ménages. On avait beaucoup travaillé avec les managers, avec les services, avec... que ce soit du côté des régies ou du côté des grands groupes. Mais il se trouve qu'on n'avait pas encore vraiment pu aborder la question du côté des ménages. Donc, la slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, ça a été donc le point de départ. Le point de départ, c'était de pouvoir diversifier notre matériau de recherche. Et quand je suis venue voir Emmanuel et Jean-Claude et que je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient comme information, ils m'ont dit mais on a ce que tu cherches. Et c'est cette conjonction en fait d'intérêts qui nous a amenés à travailler ensemble. Alors, en parlant d'échantillons, c'était pas rien. Alors tout à l'heure, vous avez entendu parler de 2000 échantillons. Il se trouve qu'au final, on a exploité 1173 témoignages de 779 communes du territoire métropolitain, mais également hors métropole. Et donc, lorsqu'on cherche à analyser un phénomène comme celui-là, le fait d'avoir autant de témoignages sur un territoire aussi élargi, je peux vous dire que c'était pour nous une pépite. Et l'autre point intéressant et particulier de cette plateforme de plainte, c'est qu'on avait des récits de ménages qui rendaient compte du vécu de la coupure. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et là, donc, je vous donne un exemple de ces récits de coupure d'eau qui, pour nous, ont été un vrai... comment dire ça quand on lisait les récits de ces coupures, on n'imaginait pas ce que ça pouvait être. J'en ai pris juste un seul et que je vais vous lire. C'est une dame, voilà. Bonjour, je suis une femme seule avec un enfant de 12 ans. Je n'ai plus d'eau depuis presque 6 mois. Je me douche dans les gymnases de la commune sur conseil d'un technicien. J'ai été voir une assistante sociale qui n'a rien pu faire, puis la mairie qui n'arrête pas de me balader. Résultat, la société d'eau me demande de payer l'intégralité, plus les frais de remise, 142 €. Je ne touche que l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Que dois-je faire? Je ne peux pas satisfaire un besoin vital, boire et se doucher. Et ça, c'est pas le témoignage le plus dramatique, hein, mais c'était juste pour vous donner une idée. Et je pense quand on est rentré dans ces témoignages, on s'est dit, ces récits de la coupure d'eau, il va falloir qu'on les exploite. Il n'y a pas que il y avait évidemment tout plein de données quantitatives, mais on ne pouvait pas ne pas prendre en compte toute cette matière qui parlait de ce que c'est que la coupure d'eau. Prochaine diapo. Alors, les coupures d'eau en soi, c'est un objet formidable pour étudier la question sociale de l'eau. Hein. C'est bien un indice de criticité de ces problèmes d'eau et au travers de cette plateforme, de ce matériau, il y a plusieurs thématiques qui ont émergé.
on s'est posé de fait la question entre la pauvreté et les coupures d'eau, parce que est-ce que ces personnes à qui on a coupé d'eau sont vraiment des personnes pauvres? Est-ce que qui ne peuvent pas payer? Tout à l'heure, Emmanuel et Jean-Claude ont parlé de ce fameux débat dans la gestion de l'eau qui demeure entre ceux qui peuvent payer et ceux qui ne veulent pas payer. Ça a été l'occasion de regarder qui étaient ces personnes en termes de profil socio-économique, pourquoi on les avait coupés. Regarder également quel avait été l'impact de la législation sur les pratiques de coupure des opérateurs, de pouvoir aussi regarder, ça a été un moment particulier, on a produit plein de cartes sur les pratiques de coupure selon les territoires, selon les opérateurs. Et aussi une question qui a émergé et qui émergeait notamment de l'analyse du récit des coupures d'eau, c'est de pouvoir voir qu'est-ce qui avait été fait en termes de prise en charge des ménages. Ça c'était une question nouvelle et elle était intéressante. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, juste pour vous montrer ce qu'il en était en termes de ce qu'on était en train d'analyser, il y avait des coupures, mais il y avait également des menaces de coupure. Mais globalement, il n'y avait que 13% de notre échantillon qui étaient des menaces de coupure. Et tout le reste, c'était des coupures. Sachant que sur l'ensemble du territoire, on a regardé quel avait été le nombre de coupures selon les villes. Et donc, en gros, vous avez un schéma qui vous montre que, grosso modo, la majorité des plaintes étaient pour les villes. Donc, on parle bien en termes de villes. Ça concernait entre 1 et 2 coupures. On avait en gros 4% où on avait entre 2 et 5 coupures et 1% entre 6 et 25 coupures. Donc, ce n'était pas rien parce que, prochaine diapo s'il vous plaît, lorsqu'on a regardé au niveau du territoire ce qu'il en était, là où vous avez des gros points, c'est là où on avait le plus de coupures. Et là où, alors regardez les points, je veux dire, on avait sur l'ensemble du territoire, grosso modo, dans plusieurs villes, c'était 779 villes, des coupures. C'était intéressant de remarquer que là, on avait le plus gros nombre de coupures, c'était les territoires les plus foncés. Là, on avait aussi les plus forts taux de pauvreté. Prochaine diapo, s'il vous plaît. S'agissant du profil des ménages, 75% de ménages de cet échantillon étaient des ménages en situation de grande précarité ou de fragilité socio-économique. 61% des ménages avaient été des ménages avec enfants. 70% de ménages étaient des parents ou des personnes isolées. Et 93 foyers étaient concernés par des problèmes de santé, des problèmes de maladies de peau, de handicap physique, etc., des arrêts de maladie de longue durée, pour lesquels on se disait se retrouver sans eau pour ces situations-là, c'était quelque part catastrophique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les motifs de coupure. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure que 75% des ménages étaient des ménages pauvres, ça veut dire que 25% étaient des ménages normaux, comme vous et moi. Les motifs de coupure étaient diversifiés, on les a classés en 5. Les litiges avec le distributeur, c'était le plus grand motif de coupure. Et c'est intéressant en réalité de voir qu'on avait très souvent des contestations de la facture d'eau sur des incidents de fonctionnement du processus de gestion des impayés de l'opérateur pour lesquels finalement on se retrouvait avec des coupures alors qu'on aurait pu imaginer que ce type de litige soit réglé entre le ménage et le distributeur. Les incidents de paiement, regardez, c'est que 18% de l'ensemble des ménages. Donc là, on est bien dans des problèmes de retard de paiement. Voilà. Ceux qui payaient de manière mensuelle ou se retrouver avec plus d'argent, voilà, tous ces éléments-là. Les refus de dialogue et de négociation, ça représentait 20%. L'impossibilité financière qui était liée à une situation de pauvreté, c'était 20% des cas de coupure. Et la mauvaise foi, voilà, on regardait un peu ce qu'il en était, ça ne concernait qu'1% de l'échantillon. Juste pour revenir à la diapo tout à l'heure, c'est pas anodin de regarder que si finalement les questions d'impossibilité financière ne concernaient que 20% des ménages, pour toutes les autres situations, on aurait pu éviter des coupures, puisque c'était des questions qui étaient bien en lien avec la manière dont j'aborde l'impayé en lui-même.
Prochaine diapo, s'il vous plaît. La suivante, voilà. Alors, la durée des coupures, parce qu'il y avait également aussi des réductions de débit. Donc, sur les 206 cas qui ont mentionné la durée de coupure, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément toute cette information dans les récits. Mais sur ces cas-là, 80% c'était des durées comprises entre 1 jour et 3 mois. Et 20% c'était des durées de coupure supérieures ou égales à 3 mois, dont 10 aller entre 6 et 17 années. D'ailleurs, Emmanuel vous a parlé des cas emblématiques de coupure. Voilà, on découvrait, je veux dire, on a découvert ces choses qui, pour nous paraissaient complètement invraisemblables, impossible de dire qu'une personne reste coupée d'eau pendant 17 années. Ensuite, la diapo suivante, voilà, regardez un petit peu ce qui s'est passé entre l'évolution de la législation, l'avis du Conseil constitutionnel dont on a parlé tout à l'heure. Il y a quand même eu, malgré tout, un impact. On a vu tout à l'heure que Veolia et SOR ont été les têtes dures vis-à-vis de la loi, mais avant la loi Brottes, et on voit bien que en termes de coupure, on n'avait pas d'informations puisque la plateforme, les données d'information qu'on a traitées, c'était entre 2013 et 2017, mais on voit bien qu'après la loi Brottes, regardez les chiffres, par type d'opérateur, ce qu'il en est entre 2014 et 2015. On voit bien qu'elles ont coupé, elles ne se sont pas arrêtées, mais on voit qu'à partir de l'avis du Conseil constitutionnel du 29 mai 2015, Suez, on ne voit plus Noréade, Noréade n'était plus là, mais on voit bien que voilà, ça confirme un peu ça confirme ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel et Jean-Claude. Ensuite, pour la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, on a fait, je disais qu'on a fait plusieurs cartes par territoire, par région, par type de distributeur. C'était pas simple de communiquer là-dessus, je peux vous l'assurer, de communiquer sur qui était le plus mauvais ou le plus bon. Voilà. En tout cas, ce qu'on a fait à partir des récits, c'est de pouvoir tracer et qualifier ce que c'est que la prise en charge par des couleurs. Donc, dans les critères qu'on avait retenus et qui ressortaient de l'analyse des récits, on avait, alors, quand c'était gris, il y avait des cas où ce n'était pas renseigné, mais on avait 4 critères de prise en charge. Un critère qui rendait compte d'une violence relationnelle, un autre qui rendait compte de l'indifférence du distributeur par rapport à la situation du ménage. En jaune, c'était une prise en charge minimale du ménage, et en vert, les cas où on avait une prise en charge bienveillante. Donc, si vous regardez, on n'a pas beaucoup de vert, on en a un petit peu dans l'Hauts-de-France, mais grosso modo, on se retrouve avec en termes de ressenti. Alors ça, c'est bien les ménages qui parlent. On n'a pas eu l'occasion d'aller voir les distributeurs pour les faire réagir là-dessus. Mais du côté des ménages, on voit que grosso modo, on se retrouve plutôt avec des situations de prise en charge où on a une indifférence du distributeur vis-à-vis de ce que vit le ménage. Et en rouge, malgré tout, ces situations de violence relationnelle, on les retrouve quasiment sur l'ensemble du territoire à des degrés diversifiés. Prochaine suivante, s'il vous plaît. Alors, je veux dire, cette notion de prise en charge ressentie par les ménages, elle a été. Alors, on peut passer à la suivante parce que j'ai commenté. Je vais pas. Voilà. Alors, en conclusion, ce que je dirais, c'est que les coupures d'eau, de fait, en tant qu'objet d'étude, on n'avait pas. Ça a été vraiment une occasion inédite pour nous, travailler sur cette question comme un indice critique. Il faut savoir qu'en France, maintenant, on ne coupe plus l'eau, mais en Belgique, on continue à couper l'eau. En Espagne, on coupe l'eau. Alors, les 2 pays en Europe où on ne coupe pas l'eau parce qu'il y a eu parce que c'est plus légal, c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France. Hormis ces 2 pays, dans les autres pays, on continue à couper l'eau. Donc, ça a été un travail qui nous a permis de documenter la question des coupures d'eau. En ce qui nous concerne, on s'est retrouvé embarqué dans une bataille de l'eau pour tous.
Emmanuel a dit que le 29 mai, c'était une date symbolique. Je peux vous dire que chez nous, à l'école, on était là à écouter ce qui se passe. Et quand on a su que nos 2 ONG avaient gagné, ça a été un cri de victoire chez nous. Et d'ailleurs, on a une collègue juriste qui, les jours qui ont suivi, a écrit un article sur cette victoire au niveau du droit à l'eau. Alors, ce qui est ressorti quand même, c'était ce rôle inattendu et non officiel de médiateur de l'eau des 2 ONG, parce que en regardant cette notion de médiation de l'eau, de médiateur des services publics, elle existe du côté de l'énergie. On est un petit peu allé regarder ce qui se passait du côté de l'eau. Il n'y avait pas grand-chose, mais quand on a travaillé sur ce dossier, on s'est dit finalement, ils ont pris en main. Non seulement, vous avez entendu tout à l'heure que chaque cas a été traité au cas par cas, c'était une activité qu'ils n'avaient pas prévue pour pouvoir remettre de l'eau chez les ménages dans un délai de 3 jours. Je veux dire, c'est quand même un score particulier, et que pour les autres situations qui avaient été jugées humainement et socialement inacceptables, ils se sont portés partie civile auprès du juge. Alors, de fait, il fallait le faire. Je veux dire, on en a parlé tout à l'heure, c'était inédit, ça a été courageux. Je me rappelle que quand on a présenté ce travail on l'a présenté au grand groupe et à la presse, quand on sortait, Emmanuel a dit « Si je pouvais offrir un sacrifice à des dieux, je le ferai là. » Il en croit. Je me rappelle de ça. Oui, c'était invraisemblable. Et donc là, pour terminer, je veux dire juste les autres questions, la suivante s'il vous plaît, et j'en aurai terminé. Les autres questions qui sont importantes à travailler, maintenant qu'on ne coupe plus l'eau, c'est pas tout. On coupe plus l'eau. La question du relationnel entre les ménages en impayés et les gestionnaires de services, ça reste une question pour laquelle il va falloir que, moi, je pense, ils ont commencé à se mobiliser. On a surtout senti de la part des ménages que, mais pas que les ménages pauvres, les non pauvres, que la coupure d'eau, ça avait été vraiment vécu comme une angoisse. C'était angoissant pour c'est une expérience traumatisante d'avoir été coupé d'eau. Alors, qu'est-ce qui continue à être étudié, travaillé, mis en avant? C'est bien cette question de la prise en charge. L'accessibilité économique à l'eau également. On sait bien que les tarifs sociaux de l'eau, ça reste une question d'actualité, qu'il y a eu les dispositifs loi Brottes qui ont été expérimentés, qu'on a une loi en 2019 qui fait qu'aujourd'hui, toutes les collectivités peuvent mettre en place un tarif social. Donc, c'est encore un chantier en cours. La question de la précarité en eau, comment on fait pour s'assurer, du moins pour avoir une idée des problèmes d'accès à l'eau? Et la dernière diapo, c'est ce qu'on a voulu... documenter avec des collègues sociologues pour mieux comprendre les problèmes d'accès à l'eau dans les pays riches. Il y a évidemment la question des coupures pour ceux qui sont branchés, mais il y a également ceux qui ne sont pas branchés, les sans-abri, les SDF, les squatteurs, qui sont tout autant concernés par la question de l'accès à l'eau. Et j'en ai terminé en vous remerciant pour votre écoute. Merci beaucoup Marie, c'était formidable, et c'est vrai que c'était le fait de pouvoir traduire par une activité scientifique tout ce qu'on avait vécu nous de façon très émotionnelle et très en soutien direct aux familles, c'était formidable. Parce que c'est vrai que la présentation qu'on a pu faire à toutes les multinationales de l'eau, présentes aux régies publiques, etc., c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, parce qu'on a pu, je pense, clairement les convaincre du bien fondé de notre travail et de la nécessité pour eux d'en tenir compte. Donc, j'espère en tout cas que cette présentation va vous donner envie de pouvoir acheter le livre et de le faire passer autour de vous, de donner envie à d'autres de mener des combats comme cela. Et puis, comme parfois les images sont le meilleur moyen de comprendre les situations des personnes, je veux aussi vous inviter à aller sur le site de la Fondation Daniel Mitterrand, de taper dans le moteur de recherche complément d'enquête, et là vous pourrez revisionner parce qu'on avait été suivi par des journalistes pendant presque 1 an, et donc il y a un petit reportage qui dure 16 minutes et qui permet
de découvrir la situation de plusieurs familles qui ont vécu en fait ces situations. Et le fait de les voir chez eux, de comprendre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ça donne un tout autre sens à notre combat. Donc, si ça vous a plu, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur le site et à visionner ces 16 minutes de complément d'enquête. Je crois aussi qu'il y a un lien vers Cache Investigation, parce que Cache Investigation avait aussi fait un reportage sur cette situation. Donc voilà, merci infiniment en tout cas. Merci à Marie d'avoir été là. Merci à Alexandre aussi d'avoir été avec nous pendant tout ce combat et d'être là ce soir. Merci Jean-Claude. Et puis, ça, c'était le passé. Et maintenant, je crois que Marion, on va passer à l'avenir. C'est ça, oui. Merci encore à tous, toutes et tous, là, pour avoir fait ce récit, finalement, de tout ce long combat. On l'a vu, assez multiforme, entre de la médiatisation, de l'appui direct aux victimes, combats en justice, etc. L'idée, là, c'était donc de passer à aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans la lutte pour l'eau comme droit humain et comme bien commun du vivant. Et donc, on va pouvoir ouvrir un petit peu ce temps-là. Je vous invite quand même encore à nouveau à vous procurer le livre, aller le commander sur nos sites internet ou aller le chercher demain en librairie. Et sur le lien que Emmanuel vient de vous parler, donc de complément d'enquête, on va le mettre aussi dans le Facebook Live. Donc, vous pourrez retrouver tout ça si jamais vous ne le trouvez pas. Donc, sans plus tarder, voilà, peut-être donc ouvrir sur cette deuxième partie. En fait, l'idée de ce combat des coupures d'eau et de ce premier temps, on voit bien qu'il y a un fil rouge en fait derrière, c'est que ces coupures d'eau, ça met en lumière une vision économique du service de l'eau et de l'eau en général, et cette primauté-là des choix économiques des fournisseurs en eau va primer sur les droits humains, sur l'idée de dignité, etc. Donc l'idée, c'était de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la bataille pour le droit à l'eau et de voir un petit peu comment ces questions-là, elles s'articulent, comment on se mobilise toutes et tous. Et donc, on est ravis d'avoir avec nous Pedro Arrojo, qui est donc rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits à l'eau et à l'assainissement. Et voilà, on serait ravis d'avoir un peu votre regard sur ce combat passé. Qu'est-ce que ça évoque pour vous en tant que rapporteur, cette question-là des coupures d'eau et cette question économique, et puis peut-être aussi nous dire quelques mots sur vos priorités en tant que rapporteur et ce que vous allez mettre en place. Donc la parole est à vous. Merci encore. Merci bien. Tout d'abord, vous remercier parce que pour moi, c'est une information vraiment... je ne la connaissais pas avec toutes ces données. Et pour moi, c'est une information très, très intéressante que je vous demanderai de m'envoyer. Même le PowerPoint qui a été exposé, ce serait très bien de l'avoir. Et aussi autour de la loi que vous avez mentionnée, sur laquelle tout le processus s'est développé, non ? Pour moi, c'est très, 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 très intéressant parce que c'est tout un précédent à répandre, à faire connaître un peu à niveau mondial. Non? En fait, moi, on a mis en marche un projet qui est un projet pour suivre les cas les différentes situations légales et les cas de coupure d'eau à niveau global. J'ai commencé en Amérique latine en faisant une première vision de la situation légale, mais on n'a pas de données. Normalement, les données ne sont pas publiques parce que personne n'a envie de reconnaître les choses négatives, même dans les endroits où il y a une bonne prédisposition pour aller dans cette direction, quoi, d'éviter les coupures et reconnaître dans des cas en Amérique latine, dans les constitutions même des pays, les droits de l'homme à l'eau, à l'assainissement. Mais on a même dans ces endroits, on a souvent des problèmes pour avoir des données. Alors, j'ai en marche ce processus et je vous demanderai peut-être, puisque vous avez un travail si développé sur la question, de m'aider. Normalement,
j'ai proposé dans des différents endroits, des différents réseaux, ce que j'appelle des ponts de dialogue permanent sur des sujets, différents sujets, qui représentent une réunion chaque 3-4 mois avec ces réseaux, avec un agenda de travail concret, un agenda de travail concret pour ne pas simplement discuter en général, mais faire des plans de travail et voir de quelle façon, moi, comme dans le système des Nations Unies, je peux être utile pour ces agendas que posent les mouvements sociaux directement. Alors, sur cette question dont je répète, j'ai un travail en marche pour le mi-long terme aussi, ça serait bien peut-être d'organiser un pont de suivi, un pont de dialogue permanent sur les coupures d'eau à niveau mondial. Peut-être on n'a pas les données de tout le monde, mais par exemple, dans ce cas-là, en français, ça serait bien de le faire par exemple, sur les pays francophones dont je n'ai pas d'informations souvent, ou j'ai peu d'informations. Peut-être vous pouvez avoir des relais. J'ai un bon pont de relations et de dialogue en Amérique latine, en espagnol, et on pourrait le faire aussi en anglais. Mais enfin, ça, je vous le propose. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider un peu, de façon à ne pas être sur la question, de ne pas faire travailler tout le monde, mais d'avoir une personne concrète pour faire cette relation et monter ce pont de dialogue permanent, pour moi, ça serait très, très utile. Non moi, ce que j'ai fait sur la question, c'est en prenant un peu la référence de ce qui a été, disons, comment on dit, ces boucliers sociaux qui ont été levés par une bonne partie des gouvernements autour du monde au moment, disons, de la pandémie, ou mieux des états d'alarme, non? Tant que l'état d'alarme a été actif, on a eu ces boucliers sociaux que de nombreux gouvernements ont levés et qui incluent, avec l'eau, la prohibition, la défense de coupure d'eau. Mais bien sûr, quand le bouclier s'est enlevé, on a continué à avoir les coupures d'eau partout. Et donc, je suis en train, il y a déjà plusieurs mois que je m'adresse au gouvernement en disant, ça, ce n'est pas simplement c'est bien de le faire à l'occasion, sous la nécessité de la pandémie, disons, pour éviter ou réduire les risques disons, de pandémie, de contagion. Comment on dit contage? Comment on dit en français? Contamination, contagion, oui. Contagion, voilà. Mais on devrait faire, comme on dit, un lema en espagnol qui est hacer de la necesidad virtud, faire de la nécessité, dans ce cas-là, à l'occasion de la pandémie, une vertu permanente en accomplissant, en respectant les droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement. Donc, ça, je me suis adressé à tous les pays d'Amérique latine. On est en train de faire un dialogue autour de ça. Mais enfin, ça fait partie un peu d'un processus, de ce processus de suivi sur cette question qui est partielle, mais qui est, à mon avis, très concrète et très importante pour, disons, quelque chose qui est plus vaste, qui est plus profonde, qui est la reconnaissance effective des droits de l'homme à l'eau et l'assainissement. Envers l'Europe, moi, je pense que ça serait bien de travailler. Moi, je suis en train d'essayer de faire ça, de mes possibilités qui sont bien sûr très limitées. La transposition de la directive sur l'eau potable est une bonne occasion pour que les pays de l'Union européenne intègrent dans leur législation une reconnaissance explicite des droits de l'homme à l'eau potable et l'assainissement, puisque la directive donne des objectifs
qui serait équivalente à reconnaître les droits de l'homme. Mais on n'est pas arrivé, on n'a pas réussi à cette reconnaissance formelle dans la directive, mais le fait de mettre des objectifs qui sont équivalents permettent au gouvernement, aux pays, pardon, aux États, de faire une reconnaissance formelle dans la transposition de la directive, parce que la transposition peut aller plus loin de ce que la directive formellement, dans ce cas-là et dans des autres, dans toutes les directives, on peut aller plus loin que la directive formellement en cherchant d'accomplir les objectifs que la directive met sur la table. Alors, je pense que c'est une bonne occasion. Je suis en train de parler avec le gouvernement de la Slovénie qui va prendre la présidence de la Commission bientôt et qui a mis la question de l'eau comme un sujet central de sa période de présidence. Je pense qu'on peut travailler avec eux. Et bon, ils ne peuvent pas dire aux pays comment doivent ou non faire cette transposition, mais bien sûr, quand tu es dans le centre, dans la présidence de la directive, de la commission, tu peux collaborer à prendre cette occasion en avant. Non? Bon, et finalement, vous dire que pour moi, dans les rapports que je suis en train de préparer pour Genève et pour New York, je pose une question, c'est que la reconnaissance du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement va au-delà de la prévention des coupures, qui sont très, très importantes pour les familles pauvres et tout ça, bon, appauvries, mais en posant ce que représente une approche fondée sur les droits de l'homme, qui exige des démarches conformes aux principes de participation, responsabilité, non-discrimination et égalité, autonomie et légalité. Ce qui nous place dans la cohérence de ce que j'appelle la gouvernance démocratique de l'eau. Ça, c'est beaucoup plus qu'éviter simplement des coupures, et met en question, bien sûr, l'approche privatisée. Mais bon, c'est un peu la question sur laquelle je pose un peu les références d'objectifs du mandat. Et bon, je suis en train de poser ce genre de questions comme une référence démocratique, disons. Ce n'est pas simplement qu'on met dans un petit coin, tu vois, 3, 4, 5% de l'eau, c'est ce qu'on a en débat maintenant au Mexique avec la nouvelle loi qui doit accomplir la reconnaissance formelle qui a été faite il y a déjà, je ne sais pas, 5 ou 6 ans avant, des droits de l'homme à l'eau et l'assainissement. Maintenant, ils doivent faire une loi générale. Alors, les gens qui s'opposent à cette loi générale, qui a eu un mouvement énorme de participation citoyenne, les gens qui s'opposent, les pouvoirs qui s'opposent disent, bon, pourquoi on laisse la loi comme elle est, et on fait une petite loi, une norme spécifique pour ce 3, 4, 5% de l'eau qui s'adresse aux droits de l'homme, et le reste, on le laisse pareil. Et moi, je dis, bon, c'est à vous de dire et de faire, non? Mais je pense que ce qu'on est en train de proposer, quand on dit, je ne sais pas si on le dit comme ça en français, une approche fondée sur les droits de l'homme, human rights-based approach, ce qu'on est en train de dire, c'est que sous l'approche des droits de l'homme, on s'adresse à faire une gestion intégrale de l'eau dans l'ensemble de sujets et de questions, de fonctions et d'utilité qu'il y a l'eau dans des différents fronts d'usage. Et pour moi, ça, c'est l'objectif le plus ambitieux qui a à voir sur ce que j'appelle la gouvernance démocratique de l'eau. Voilà. Enfin, j'ai intervenu trop déjà. Merci bien. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Pedro, donc rapporteur spécial. Il y a effectivement beaucoup de dossiers ouverts et on espère que ça pourra faire avancer encore
la compréhension du droit à l'eau aujourd'hui et renforcer sa concrétisation et son effectivité. Du coup, je repasse la parole à Jean-Claude pour que tu nous dises un petit peu au niveau de la coordination, c'est quoi finalement vos actualités, la manière dont vous mobilisez aujourd'hui toujours pour l'eau, bien commun et droits humains. Merci. Oui, merci. D'ailleurs, ça va beaucoup faire écho aux propos de Pedro Aroro. Et effectivement, le premier point, c'est toujours la question de la reconnaissance du droit humain à l'eau qui n'est pas encore, qui est toujours devant nous en France, qui n'a pas encore été effectué. Hein. Donc, c'est quelque chose sur laquelle on continue à se mobiliser. Le droit à l'eau, il est reconnu en France d'une façon réduite, d'une façon restreinte. En fait, c'est le droit à l'eau dans des conditions économiques acceptables. Ce n'est pas ça, le droit à l'eau. Ce n'est pas un droit de la personne, ça. Donc, voilà, ce combat-là est toujours devant nous. Au-delà de ça, il y a eu la crise sanitaire, la crise du Covid, qui a montré d'une façon évidente à tout le monde, le premier geste barrière, c'est se laver les mains. Et quand on n'a pas d'eau, on ne peut pas se laver les mains. Et donc ça, c'est devenu une évidence. Et ça a mis un coup de projecteur, effectivement, sur toutes les populations qui sont dans des campements, dans des squats, dans des bidonvilles. Et donc, il y a beaucoup d'associations humanitaires, la Coalition Eau aussi, avec laquelle on travaille en France, qui regroupe plutôt des ONG de solidarité internationale, qui se sont mobilisées dans cette période pour mettre en place des dispositifs pour permettre à ces populations d'accéder à l'eau, mais aussi pour faire pression sur les pouvoirs publics, parfois en allant devant les tribunaux, pour aussi que les pouvoirs publics fassent face à ces situations. Effectivement, maintenant, il y a la directive eau potable qui doit nous permettre d'aller plus loin dans cette direction. Effectivement, dans la directive eau potable, il y a des choses très intéressantes parce qu'elle dit que l'État et les collectivités doivent veiller à la fourniture d'eau potable aux populations les plus démunies. Elles doivent prendre des mesures, elles doivent déterminer qui sont ces populations. Donc, elles doivent veiller à installer des équipements d'accès à l'eau dans l'espace public intérieur et extérieur. Donc ça, c'est des points d'appui. Effectivement, comme Pedro Aroro, je trouve qu'un des enjeux forts de la période qui s'ouvre, ça va être de réussir cette transposition de la directive eau potable dans notre pays. Après, je voudrais parler d'un autre objectif, de notre projet, de notre association. Ça recoupe le travail que nous a présenté Marie Tsanga tout à l'heure. Effectivement, son travail a mis en évidence finalement toutes les causes des situations d'impayés et puis de coupures d'eau. Mais enfin, les coupures d'eau sont arrêtées, mais les situations de grandes difficultés et les situations d'impayés existent encore. Et donc, dans ces causes, donc, il y avait les fuites d'eau, il y avait les changements de compteurs, les changements d'abonnés, les régularisations abusives, les échéanciers qui n'étaient pas soutenables pour les gens. Voilà, donc notre idée, c'est de travailler sur tout ça, c'est-à-dire de généraliser l'expérience qu'on a eue avec les coupures d'eau, le dispositif qu'on est arrivé à mettre en place sur les coupures d'eau, donc de collecte, de donner des informations précises, de donner des modes d'emploi et après d'aider les usagers au cas par cas à faire valoir leurs droits. Donc voilà, ce qu'on a fait avec les coupures d'eau, on veut le généraliser en amont à toutes ces situations. Et voilà, je lance un appel d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent, qui sont là avec nous. Si vous voulez participer à ce travail, voilà, c'est un travail à la fois associatif, citoyen. Des collectivités peuvent nous aider aussi à le mettre en place sur leur territoire. On est tout à fait ouvert à tous les partenariats pour essayer de passer encore une étape pour aller plus loin. Au fond, ce qu'on vise, c'est une autre relation entre les usagers et les distributeurs d'eau, une relation apaisée, une relation de confiance, plutôt que la coercition dont les coupures d'eau étaient vraiment le signe le plus violent. Voilà, on veut changer d'époque, c'est ça notre objectif.
Merci Jean-Claude. Je redis donc à l'oral aux participants, aux spectateurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace Q&R, donc c'est en bas de votre écran. Il suffit de taper votre question, comme ça on pourra prendre quelques-unes d'entre elles et y répondre là dans quelques instants. Du coup, je vais juste vous dire du côté de la Fondation un petit peu nos actualités et comment on envisage le combat aujourd'hui pour le bien commun et du vivant et droits humains. Donc peut-être vous redire que effectivement, nous, on s'inscrit vraiment dans la lignée finalement du combat pour le droit à l'eau tel qu'il a commencé dans les années 90-2000, essentiellement avec des citoyens, des populations qui se soulèvent contre les processus de marchandisation, de privatisation, de financiarisation de l'eau, où on voit effectivement que l'eau est véritablement de plus en plus perçue comme une simple ressource à gérer, à administrer, voire pour certains à faire fructifier ou sur laquelle on peut spéculer. Et donc, en fait, malgré la reconnaissance du droit à l'eau en 2010, ce qui est assez frappant, et on en avait fait l'analyse l'an passé parce que c'était les 10 ans du droit à l'eau, ben, on se rend compte que finalement le droit à l'eau, certes, a été reconnu au niveau international, mais il a été reconnu dans les termes acceptable en fait par le système, à savoir qu'il y a cette notion de coût abordable qui finalement ne va pas assez loin à notre sens et n'est pas assez radical au sens d'aller vraiment à la racine du problème. Et donc, finalement, le droit à l'eau est conditionné à la capacité de payer aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est investi sur ce combat contre les coupures d'eau, parce que le droit à l'eau, comme tu le disais Emmanuel, et comme le répétait sans cesse Daniel Mitterrand, c'est pour tous, qu'on puisse payer ou pas. Si c'est un droit humain, dans ce cas-là, les quelques litres qui effectivement correspondent bien au droit humain et à permettre la dignité humaine et la dignité de nos vies devraient être prises en charge en fait, par la société sous différentes modalités. Après, la concrétisation peut prendre différentes formes. Mais dans l'essence, en tout cas, c'est ce qu'on continue de prôner, en tout cas d'un point de vue philosophique, et on espère que ça se concrétisera petit à petit. Et puis peut-être aussi rappeler que du coup, finalement, les grands axes de la Fondation, là, pour les années à venir, vont plutôt se situer sur la question de dénonciation finalement de cette logique économique qui semble primer et de cette approche de l'eau comme vraiment ressource. Parce qu'en fait, pour nous, l'eau n'est pas que une ressource à la disposition des humains pour certaines de nos activités, mais bien plus que ça. C'est vraiment l'élément central qui nous permet de vivre. En fait, il faut le rappeler, mais c'est vrai qu'on a tendance un peu des fois à l'oublier. Mais effectivement, tu disais Jean-Claude, avec la pandémie, ça a été un petit peu plus peut-être frais dans nos esprits, hein, quel rôle peut jouer l'eau dans nos vies. Et donc, en fait, c'est cette logique-là marchande, mais aussi très utilitariste, qu'on essaye de remettre en cause et de déconstruire à la Fondation. Et donc, c'est pour ça qu'au finalement, on va soutenir un grand nombre d'acteurs sur le terrain qui mènent des luttes aujourd'hui assez diverses pour l'eau, que ce soit des acteurs comme dans le Marais Poitevin qui luttent contre les bassines qui vont finalement opérer une rupture avec le cycle de l'eau et venir utiliser de l'eau massivement pour irriguer essentiellement des monocultures de maïs qui partent à l'exportation. Ça va être appuyer les acteurs en Amérique latine qui vont dénoncer des projets miniers qui polluent l'eau, qui utilisent des quantités astronomiques d'eau. Bref, c'est un ensemble de luttes menées par en fait, les citoyens eux-mêmes pour finalement renverser la tendance et reprioriser les usages de l'eau. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à pousser aussi parce que c'est important de se poser la question de cette priorisation des usages. Et malheureusement, aujourd'hui, les usages industriels ont tendance, ou agricoles ont tendance à être prioritaires sur finalement les usages liés au droit humain à l'eau. Et donc, peut-être pour vous redire, une de nos actions récentes, ça a été de dénoncer l'entrée de l'eau en bourse, puisque en décembre dernier, il y a la plus grande société mondiale d'échange et de produits dérivés financiers qui a intégré dans son catalogue l'eau.
Et donc, les investisseurs et spéculateurs peuvent désormais parier sur l'évolution des cours de l'eau en Californie. Et ça, c'est une porte ouverte à des processus de financiarisation massif de l'eau, où finalement, c'est toujours la même logique qui prime, à savoir, seul le marché pourra gérer l'eau. Et là, vu la situation climatique, environnementale, en gros, l'argument est de dire le marché va tout régler. Le marché va faire une autorégulation de tous les problèmes. Et on le répète et on le redit, et le soutien à cette déclaration dénonçant l'eau en bourse a été massif. Il y a plus de 564 organisations de par le monde entier qui l'ont signé sans aucune hésitation, parce que oui, c'est un symbole fort, l'eau en bourse. Et donc, on l'a rappelé dans cette déclaration, l'eau, c'est pour la vie, pas pour le profit. Et c'est souvent le message qui est rappelé dans les forums alternatifs mondiaux de l'eau, où on se retrouve pour échanger sur nos pratiques et continuer à mener nos combats. Donc voilà, et puis une autre voie aussi qu'on pousse, c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure finalement Pedro Arojo, quand il disait que la question du droit à l'eau, c'est pas juste le service de l'eau, effectivement, et donc c'est aussi pour ça qu'on prône une approche systémique de la question de l'eau et vraiment qui prenne l'eau dans son ensemble, dans le cycle global de l'eau. Et que pour nous, la voie des communs est vraiment intéressante, et on a eu de cesse de le rappeler que l'eau est un bien commun du vivant, donc ça permet aussi de décentrer le regard, parce qu'on a souvent tendance à aborder la question de l'eau par le prisme de ce que l'eau nous apporte à nous en tant qu'humains, mais rappelons-le, l'eau, c'est la vie aussi pour tous les non-humains, les écosystèmes, etc. Et donc, c'est important de sortir de cette logique-là, très anthropocentrée, et de revoir un petit peu la vision plus globale de l'eau. Et dans ce cadre, la voie des communs est assez intéressante parce qu'elle remet aussi au cœur, finalement, la manière dont on veut habiter nos territoires et dont on pense, finalement, faire société tous ensemble, et en prenant en compte, finalement, les équilibres aussi de nos écosystèmes dans lesquels on vit et desquels on dépend. Donc, dans ce sens, la question du commun, où on décide ensemble et on travaille ensemble à cette question-là, est une voie intéressante qu'on pousse et qu'on soutient aussi. Je vais m'arrêter là. Peut-être vous remercier à nouveau d'avoir été présent, et puis du coup ouvrir l'espace de questions et réponses. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Donc, n'hésitez pas... Emmanuel, Jean-Claude, Marie, à regarder s'il y a déjà des questions auxquelles vous avez une réponse, à la prendre. Je lis les questions en même temps. Alors, je vois par exemple une question là de Sylvain Meilleur. La coupure d'eau est, je crois, un moyen de pression classique pour déloger des gens vivant en camp bidonville. Ces coupures-là sont-elles légales? Donc là, c'est effectivement une question un peu pointue, si quelqu'un veut répondre là-dessus. Ouais, moi, je peux donner des éléments. En fait, on est, à partir du moment où on est dans une dynamique de bidonville, on est souvent dans des zones de non-droit, donc avec un cadre juridique qui n'est pas en place. Et ça complexifie énormément les choses. Alors, il y a des associations, il y a notamment le GISTI qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Et on a échangé avec eux pendant une période pour essayer de trouver des solutions pour faire valoir le droit à l'eau pour tous dans les bidonvilles ou dans les squats. Mais c'est quelque chose de complexe juridiquement, et souvent, il y a des décisions politiques ou de police via les préfets qui délogent en fait les sans-abri ou les squatteurs avant qu'on ait le temps de mettre en place le système permettant le droit à l'eau. J'ai vu que Maxime Guéquière, qui est adjoint à Bordeaux, était parmi nous ce soir, et c'est quelqu'un qui est très engagé sur ce sujet-là. Donc, je sais, Maxime, que voilà, tu m'entendras et qu'on va continuer à échanger, à essayer de faire avancer cette question à la fois à Bordeaux, mais un petit peu partout en France.
Merci. Je vois une autre question aussi sur finalement la question des agences de l'eau et de la place des citoyens. C'est vrai que c'est une question qui va au-delà de notre sujet, mais qui pose finalement la question de la gouvernance de l'eau. Donc, je sais pas, Jean-Claude, je sais que tu es pas mal mobilisé sur cette question. Je veux bien dire un mot. Effectivement, nous, un des axes de notre bataille, c'est toujours la question de la participation des usagers dans tout, je dirais, aussi bien chez les distributeurs que, enfin, voilà, dans tous les acteurs, je dirais, de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Les agences de l'eau, le problème des agences de l'eau, c'est qu'il y a des représentants des agriculteurs, il y a des représentants des industriels, il y a quelques associations qui sont représentées, mais ça reste très, très minoritaire. En fait, les agences de l'eau collectent pour l'essentiel de l'argent qui provient de la facture des usagers domestiques. Elles le reversent pour l'essentiel pour faire de la dépollution, pour subventionner des travaux qui concernent souvent les agriculteurs et les industriels, et c'est sous le contrôle des agriculteurs et des industriels. Donc voilà, effectivement, il faudrait changer ce système, il faudrait faire une place beaucoup plus grande aux usagers, à leurs associations. Voilà, on est tout à fait d'accord avec ça. Alors, juste, j'ai vu là qu'on a un de nos amis du Maroc, Mehdi Lalou, qui souhaitait intervenir. Si on peut lui passer la parole, ça serait très bien. Mehdi Lalou, il est avec nous dans tous nos combats depuis une vingtaine d'années, et je pense que c'est bien d'avoir aussi ce témoignage-là. Merci Jean-Claude. Je pense que je suis là. Oui, vous me recevez? Oui, on vous entend. Bonjour Mehdi. Oui, bonjour Marion. Ça fait plaisir de vous de voir tout ce beau monde. Bonjour Jean-Claude. Emmanuel, m'entendez? Vous me recevez? Oui, vous entendez. Très bien, vas-y, très bien. Merci de me recevoir. C'était très, très intéressant. Et puis, évidemment, je retrouve nos militants comme je les ai abandonnés. Ça fait quelque temps on ne s'est plus retrouver depuis 2 ou 3 ans. Ça fait plaisir. On reste sur la même ligne. On reste sur cette bataille pour le droit à l'eau chez vous, un peu partout dans le monde, au Mexique, en Amérique latine et au Maroc également. Je rentre d'une rencontre qu'on vient d'organiser le week-end dernier et ça m'a rappelé une visite qu'on avait faite ensemble, Jean-Claude, dans la région du Tafilalet à Rachidia. Et on a été reçus dans une belle maison d'hôtes dans l'oasis des Rachidia, une des oasis. Et puis, on a profité de ce séjour pour refaire Acmé Maroc, pour installer un autre bureau national avec un nouveau président qui s'appelle Mohamed Berni, dont j'espère qu'il aura beaucoup de dynamisme pour que les choses repartent de nouveau, avec la crise de la Covid. Il y a eu quelques petites latences, mais bon, on va reprendre le flambeau de nouveau sur de nouvelles bases, au fait qu'ils sont aussi les anciennes. C'est la lutte pour le droit à l'eau pour tous, et le droit d'accès à l'eau, pas seulement pour ceux qui ont de l'argent, mais surtout pour ceux qui n'en ont pas, comme vous venez d'en parler. Et puis surtout, nous avons lancé 2 grands projets dont on a déjà parlé lorsque tu étais là, Jean-Claude. Un grand projet national de reforestation. Et j'ai entendu ce que vient de dire notre ami Pedro Arroyo sur le fait que c'est la Slovénie qui va être la présidente de l'Union européenne au cours des 6 prochains mois. La Slovénie, c'est un pays de forêt. C'est un pays de forêt et j'espère que Pedro pourra introduire, s'il prend part à une des rencontres ou des rencontres lors d'un de ses passages en Slovénie, prendre avec nous cette initiative à bras-le-corps et voir comment l'Union européenne, comment des structures de l'Union européenne, comment la coopération internationale et même l'aide publique au développement qui est orientée vers un certain nombre de pays africains pourrait être utilisée également chez nous pour aider à la promotion et à la réalisation de ce projet national parce que moins, tu le sais, on en a déjà parlé Jean-Claude, moins il y a d'arbres, moins il y a de forêt, moins il y a d'eau. Et justement, nous voulons résoudre la problématique de l'eau d'une façon structurelle, justement,
à travers la préservation du couvert végétal et tant qu'à faire à travers son renforcement. Et donc, parmi nos objectifs d'aujourd'hui et pour les années à venir, c'est donc un programme national de reforestation. Et puis, le deuxième projet, on en avait déjà parlé et puis on commence à entrevoir un petit peu les prémices ici au Maroc. Et puis, évidemment, on pourrait là aussi avoir l'aide de l'expertise internationale, puisque d'autres pays sont également concernés par cette problématique de l'irrigation dans les zones arides et semi-arides. Je pense notamment à la Tunisie. Je pense aussi à un pays qui a une forte expérience en la matière, qui est l'Iran. C'est la restauration du système des khattara et des réseaux traditionnels d'irrigation. Et nous avons pensé à une espèce de relation nouvelle et de partenariat avec des centres de formation au Maroc pour introduire une discipline en rapport avec la restauration de ces systèmes d'irrigation traditionnels et pour en faire en sorte que les ressources humaines et les capacités humaines qui sont de nature à permettre la perpétuation de ce système, puisqu'il a fonctionné sur des millénaires et qui a donné des preuves de sa résistance, de sa résilience depuis des millénaires à régenter l'eau dans des zones arides. Je pense que l'introduction des systèmes modernes a pu porter du tort à ces systèmes traditionnels. Et l'idée, donc, c'est de redonner du poids, de redonner de la force et évidemment en réinstallant de nouvelles capacités, de nouvelles ressources humaines et donc en permettant la formation de nouvelles ressources humaines de nature à perpétuer cette tradition à la fois ancestrale, à la fois en termes d'irrigation, en termes de préservation de l'eau, mais qui relève également d'un patrimoine civilisationnel, historique majeur qu'on a intérêt à préserver dans le pourtour méditerranéen et également pour préserver cette zone d'où je viens, et comme j'en ai parlé, cette zone d'oasis avec toutes ses potentialités en termes de création de richesses, en termes également de création d'emplois et peut-être aussi de limitation d'autres facteurs non désirables dans l'espace méditerranéen comme l'immigration irrégulière. Merci encore et bon courage et j'espère qu'on pourra se rencontrer bientôt, notamment au Sénégal, lors de notre prochain forum alternatif de l'eau. Merci Marion. Merci Mehdi et merci d'avoir aussi parlé du coup d'un combat qui nous est commun à la coordination et la fondation, qui est aussi sur cette question de l'eau et du climat et des interconnexions qu'il y a entre les deux et comment effectivement pour lutter contre le changement climatique, la question d'une autre manière de gérer les écosystèmes aquatiques peut vraiment aider sur le climat. Je vous propose qu'on prenne une dernière question. Ouais, je veux bien répondre à la question là, sur les nanoparticules et les pesticides dans l'eau, parce que la Fondation a mené il y a quelques années toute une enquête avec 60 millions de consommateurs sur la qualité de l'eau. Donc, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont recherchées dans l'eau. Il y a d'autres choses qui ne sont pas recherchées systématiquement dans l'eau tout le temps, mais qui font l'objet d'études particulières, notamment sur les questions pesticides, résidus médicamenteux. Il y a vraiment l'Agence nationale de la santé qui déclenche des études assez régulièrement. Il y a la problématique le mot m'échappe, c'est pas bien. Des cocktails, peut-être que Marion, tu vas m'aider. Les perturbateurs endocriniens, non ? Merci. Ouais. Des cocktails de perturbateurs endocriniens qui en fait ne sont pas forcément en grande quantité dans l'eau, mais qui, même en petite quantité, peuvent avoir des effets très importants. Donc, il y a vraiment une recherche à mettre en œuvre dans nos pays pour ne plus regarder la qualité de l'eau par le spectre des études physico-chimiques qui nous permettent de trouver les éléments que l'on cherche, mais bien plutôt d'essayer d'imaginer le regard qu'on pourrait porter sur la toxicité de l'eau et de regarder ce que ça influence à la fois sur le monde animal et végétal. Donc, ça, ce sont des révolutions qu'on avait essayé de pousser un petit peu avec 60 millions de consommateurs, qui ne sont pas du tout faciles à appréhender et qui sont très éloignés en fait de la façon dont les pouvoirs publics pour l'instant regardent ces questions-là, parce qu'ils le regardent souvent sous le prisme des coûts, sous le prisme de la capacité des opérateurs à mener les études. Et c'est vrai qu'il faudrait imaginer pouvoir le regarder du point de vue de la santé. Et en même temps, il faut accepter le fait que l'aliment le plus contrôlé
En France, c'est clairement l'eau. C'est-à-dire que vous prenez quelque part beaucoup plus de risques quand vous mangez une fraise ou une tomate que quand vous buvez un verre d'eau du robinet. Donc voilà, c'est un ensemble de paradoxes. Puis après, il faut accepter aussi que l'homme n'est pas immortel et que voilà, il faut trouver une raison aussi de partir parfois. Donc j'espère que ce ne sera pas l'eau qui nous amènera à ça. Merci. Marion, est-ce qu'on a encore 1 ou 2 minutes pour répondre à une question qui a été posée sur les politiques d'austérité? Voilà. Alors, je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, mais on commence à regarder ce qu'il en est du droit à l'eau dans ces pays. On a eu quelques articles très intéressants là, qui ont été écrits par des chercheurs portugais et espagnols. Ce que je sais, c'est qu'au Portugal, on a mis en place un tarif social à large échelle qui est subventionné par l'État, mais qui a peu d'impact là-dessus, et que de fait, les politiques d'austérité au Portugal, en Espagne, et aussi à cause des différentes crises, ont eu un gros impact, notamment en termes d'impayés et de capacité à pouvoir régler non pas seulement l'eau, c'était aussi l'ensemble des services essentiels tels que l'énergie, etc., le logement. Et donc, je pourrais passer éventuellement à la personne qui a posé la question ces quelques articles qui lui permettront de se faire une idée plus précise de ce qui se passe dans ces pays. Parfait, merci Marie. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse que vous voulez apporter, Emmanuel, Jean-Claude? Moi, j'ai répondu à une question directement dans le chat, c'était plus rapide. Voilà, mais autrement, je n'ai pas d'autres éléments à apporter. Parfait. Sauf si Jean-Claude, tu as un élément à ajouter. Mais non, peut-être juste pour en rajouter là, sur ce que disait Emmanuel là, précédemment, il y a vraiment de gros enjeux sur comment on prend ces questions de qualité de l'eau. Et en fait, il y a deux pistes différentes qui s'opposent aujourd'hui très clairement, notamment ici en Île-de-France. Une piste, c'est ce qu'a décidé le CEDIF hier, c'est-à-dire de faire 1 milliard d'investissements pour une voie de toute technologie, voilà, ce qu'ils appellent l'osmose inverse basse pression. En fait, c'est un peu comme si c'est l'équivalent de la désalinisation de l'eau de mer, mais fait pour de l'eau douce. Voilà, donc on enlève tout, on enlève tellement tout qu'on obtient une eau qui n'est pas potable. Il faut rajouter après des sels minéraux, et c'est très cher, et il y a de grosses conséquences à la fois financières pour les usagers, qui vont voir leur facture augmenter de 20 à 40 centimes par mètre cube, mais aussi des conséquences environnementales parce qu'on rejette des produits polluants dans l'eau, on prélève davantage d'eau, etc. Donc ça, c'est une réponse. Il y a une autre réponse qui est, à laquelle nous, on adhère davantage, qui est d'agir en amont pour réduire la pollution de l'eau dans le milieu naturel. Voilà, on peut pas sortir de ça. Enfin, je crois que notre conviction d'association environnementale et citoyenne, c'est dans ce sens. Et on voit qu'il y a des progrès qui sont faits dans ce sens. C'est le cas notamment avec Haut-de-Paris, qui a eu l'autorisation de l'Union européenne de subventionner des agriculteurs bio et de subventionner la conversion en bio des agriculteurs qui sont installés autour de ces champs de captage. Voilà, pour moi, ça, c'est la voie la plus raisonnable pour répondre à ces problèmes. Mais c'est vraiment pour moi des grandes problématiques qui sont devant nous et sur lesquelles il faut qu'on intervienne en tant que citoyen. Complètement, plutôt prévenir que guérir. Malheureusement, c'est souvent l'inverse qui est choisi parce que c'est aussi un business assez fructueux pour ceux qui s'engouffrent dans cette voie. Et on revient donc encore un peu toujours à cette question de l'économique et aussi d'une vision très court terme qui semble primer. Si ça vous va, du coup, je vous propose qu'on s'arrête là et clore ce webinaire. Je veux bien, c'est un mot, parce que c'est toi qui conclus, déjà remercier tout le monde et peut-être apporter un petit point de clarification sur la question de la diffamation. Il faut faire attention, évidemment, quand on parle de
diffamation, on ne peut pas dire n'importe quoi sur n'importe quelle entreprise. Voilà, il faut… ce qui nous était reproché, en fait, c'est ce qui a été détaillé par le juge, qui a fait l'objet d'un travail très important de notre avocat, et puis ensuite qui m'a obligé, moi, à me défendre aussi devant le juge, à bien expliquer pourquoi on avait dit ça, comment on l'avait dit, ce qu'il y avait derrière, etc. Il faut vraiment être en capacité d'argumenter et de dire la vérité, de dire ce qui se passe, même si ça ne plaît pas aux entreprises. Mais il ne faudrait surtout pas se mettre à dire des choses qui sont fausses contre les entreprises. Donc, il faut vraiment être très prudent. Et c'est vrai que moi, ce qui était intéressant dans les résultats positifs de la diffamation, c'est que justement, le juge a dit, vous avez eu raison de dire la vérité, de le dire dans l'intérêt général et pas à votre profit. Donc voilà, malgré tout ce qu'on a pu dire, notre combat a été très beau, mais on a essayé de porter un combat vrai, avec des vraies causes, des vraies victimes. Et du coup, c'était formidable de le remporter, mais il faut être très prudent dans la façon dont on aborde ces questions. C'est aussi pour ça que la justice et les avocats sont des appuis précieux, parce que ça nous oblige aussi à rendre les choses bien carrées pour pouvoir gagner et faire en sorte de changer la donne en passant un message positif aux entreprises à la fin pour qu'elles appréhendent et qu'elles intègrent ces dimensions-là dans leur fonctionnement. Voilà, c'était une question qui m'est arrivée par un autre biais. Je voulais profiter de cette fin de conférence pour le partager. Merci. Et merci encore à toutes et à tous. Merci Emmanuel. Donc pour conclure, on espère que ce webinaire vous a plu et a permis de vous donner quand même des éléments supplémentaires sur tout ce combat, long combat qui a été mené et toutes ces causes qui ont été défendues finalement à travers cette question des coupures d'eau. Vous faire entrevoir aussi tout ce qu'on continue à faire aujourd'hui parce que le combat est loin d'être encore complètement gagné. Il y a toujours beaucoup encore à faire pour que le droit à l'eau soit une réalité pour toutes et tous, en France mais à l'international. Mais voilà, on espère quand même que ce combat peut susciter de l'intérêt pour les autres structures, les citoyens qui voudraient eux aussi se mobiliser pour les droits humains, pour dénoncer des agissements de multinationales qui vont à l'encontre de la dignité humaine, qui mettent à mal le vivant dans son ensemble. Et donc, si vous voulez en savoir plus, véritablement, il y a tous les éléments dans le petit livre avec vraiment tout qui est raconté, différents extraits de loi. Enfin, voilà, c'est très complet. Donc, on vous invite à retrouver ça en librairie ou sur Internet. Et puis remercier tous les participants de ce soir. Donc, merci beaucoup Marie Tsanga. Merci aussi à Pedro Ro, qui nous a quittés plus tôt parce qu'il avait un autre engagement, mais c'était formidable de pouvoir aussi avoir son regard en tant que rapporteur et de voir qu'il est très mobilisé. Et puis, merci Jean-Claude et Emmanuel. Et je vous invite toutes et tous à continuer à nous suivre. Et puis, cette vidéo, du coup, sera aussi mise en ligne sur YouTube pour ceux qui voudraient la revoir ou la relayer. Donc, ce sera fait très prochainement par nos services de communication. Et elle est toujours sur nos pages Facebook si vous voulez la partager aussi. Un grand merci à toutes et tous.